bonjour. Bonjour. Je suis très content que tu sois venu nous parler de ton livre qui s'appelle Que sont mes amis devenus, avec pour sous-titre Les Juifs, Charlie, puis tous les nôtres. Est-ce que je peux résumer l'esprit général de ton livre en disant que c'est un bilan militant et un bilan personnel, puisque dans le livre tu mêles beaucoup de souvenirs intimes à tes constats politiques. C'est un bilan d'une expérience militante d'une quinzaine d'années dans l'extrême gauche, en l'occurrence à la LCR, donc tu viens du mouvement trotskiste, et ce qui pour moi n'est pas choquant puisque j'en viens aussi, donc, et tu fais un bilan terrible que, qui est formulé à la fin du livre. Effroi devant l'abandon clair et massif de tout sursaut face à l'antisémitisme, effroi devant cette immolation volontaire qu'une partie de la gauche dite radicale a cru devoir offrir aux islamistes. Je me trompe? Euh, non, J'ai conçu ce livre d'abord comme un témoignage. Voilà, j'ai eu envie de témoigner, de partager une certaine solitude juive, bien sûr, que l'on vit, qu'on est nombreux à vivre donc, dans ce pays. J'ai choisi la période 2000-2015 parce que c'est à ce moment-là, je crois, qu'il y a une bascule avec le début de la deuxième intifada. J'ai choisi quelque chose d'à peu près chronologique, bon, sans répertorier tout ce qui s'est passé, bien sûr, mais chaque fois avec des expériences personnelles, chaque fois avec des récits de vie, des rencontres, des amitiés qui n'ont pas tenu, d'autres, heureusement, qui ont tenu. Euh, Militante, oui, j'ai été militante d'extrême gauche pendant très longtemps, je sais pas, 17 ans à 30 ans passés. Et puis ensuite, j'ai été compagnonne de route, je ne sais pas comment on dit, longtemps, tout en étant toujours... ma famille politique, c'est toujours la gauche. Et pendant longtemps, on ne se posait pas la question d'ailleurs. On ne se Euh, posait pas quelle question. de savoir qu'on était de gauche et qu'on votait à gauche au deuxième tour et que ça faisait partie d'une grande famille où il y avait les plus radicaux, les plus roses, mais que c'était quand même un socle commun de valeurs, hein, d'abord, d'espérance qui était liée à une certaine émancipation, la libération des femmes, celle des homosexuels, l'antiracisme, bien sûr. Hein. Et tout ça, ça me paraissait, en tout cas pour ma génération, quelque chose d'intangible, quelque chose qui ne pouvait pas... voilà, le féminisme surtout, c'était vraiment une valeur forte qui, aurait, qui devait être un rempart, et puis il s'est avéré qu'avec l'offensive islamiste, ça ne l'a pas été. Tu fais partie de ces très très nombreux juifs qui se sont engagés avant toi, bien avant toi même, puisque ça remonte peut-être au parti bolchevique, aux sociodémocrates russes, ces nombreux juifs qui se sont engagés à fond dans le combat révolutionnaire, à base de marxisme, d'internationalisme, de ces très nombreux juifs qui ont été ensuite au Parti communiste français, qui ont été dans les mouvements d'extrême gauche, maoïstes, le plus souvent trotskistes, et qui, un beau jour, prennent conscience, et pas seulement depuis qu'il y a la montée de l'islamisme, depuis bien plus longtemps, que les juifs sont toujours les grands oubliés des causes essentielles universelles. Tu en parles d'ailleurs dans le livre, tu parles entre autres de ce petit journal clandestin que éditaient nos camarades communs trotskistes pendant la guerre, au prix de risques énormes, qui dénonçait tout un tas de choses pendant l'occupation, mais jamais, ou quasiment jamais, le sort des juifs en France que ses camarades connaissaient, puisqu'ils étaient souvent, même très souvent juifs. Donc c'est pas nouveau de constater que les juifs ont régulièrement été non seulement les oubliés des grandes causes, mais qu'ils ont même été dans l'extrême gauche, souvent assimilés à l'ennemi.
Non, les juifs comme ennemis de l'humanité, c'est pas nouveau. Ça vient pas de sortir. Je parle dans les Hélas, chez les et ça a marxistes. été décliné un peu partout. Alors, bon, c'est vrai ce que tu dis. En même temps, alors, il y a eu l'antisémitisme stalinien dont on n'a pas parlé, puisque, en gros, Bah, c'est, le on en a nazisme parlé. a éclipsé, a permis finalement qu'on ne fasse pas le bilan vraiment du stalinisme à tous les niveaux, y compris au niveau idéologique. Euh, Moi, ce que je raconte, c'est que j'ai vécu dans une parenthèse, mais je ne savais pas que c'était une parenthèse. Je pensais que c'était la fin. C'est-à-dire que j'ai vécu, je suis donc née en 60, je raconte, à Alger. Tu es né à Alger, Et je oui. suis née à Alger, oui. À ce moment-là, quand j'ai 20 ans, 25 ans, bref, dans les années 80, Tu ça viens y d'arriver est. en France à En quel âge? 62, Oui, j'avais toute 2 petite. ans. Voilà. Je raconte que je me souviens bien uniquement du bruit des bombes et d'une certaine lumière dont je ne suis pas sevrée. Mais ma génération a cru qu'après la Shoah, on en avait fini, que c'était terminé, que le fiel, c'était voilà, qu'on ne pouvait pas aller plus loin, et que On donc avait fini l'antisémitisme, tu veux qu'on dire. avait fini avec l'antisémitisme. Et en plus, j'ai été donc jeune, on va dire, à un moment de l'histoire où les différences, comme on disait, pouvaient enfin s'exprimer, où l'universel apparaissait plus grand, où il y avait eu les luttes de libération des femmes, où on avait dit un homme sur deux est une femme. Donc bon, où il y avait eu bien sûr les mouvements d'émancipation des Afro-Américains, où il y avait eu évidemment les guerres de décolonisation. Et donc on était réconciliés d'une certaine manière avec ce qu'on était chacun. C'est-à-dire que moi, ça n'a jamais été contradictoire mon engagement avec le fait d'être juive. Et Même au contraire, au contraire, j'ai tu toujours évoques. pensé que ça faisait partie de ma colère, ma révolte. Bien sûr, la Shoah était à l'origine de ça. C'est tout l'échange que j'ai avec Tom Kiewicz, le fameux chapitre Un Kaddish pour Tom. Mes amis maghrébins étaient aussi enfin fiers d'être ce qu'ils étaient. Les Noirs avaient arrêté de se défriser les cheveux. Enfin, Black is beautiful, là, disait Angela Davis. Et je pensais qu'on faisait partie, enfin, de cette humanité réconciliée, quoi, avec elle-même. Et tu veux dire que les non-juifs avaient cessé d'être antisémites? C'est ça, non? Oui, je le croyais Oui, oui, non, aussi. mais Oui, je le c'est pas un croyais aussi. reproche hein, Oui, quand je oui, je le dis ça. croyais aussi. Oui. Mais je veux dire, c'était pas quand tu parles des trotskistes pendant la guerre ou des communistes juifs staliniens, souvent, c'est vrai qu'ils vivaient une forme de schizophrénie à un moment donné. Ils étaient tout le temps dans le regard des autres. Il fallait ne pas tirer la couverture à soi, être plus internationaliste que tous les autres, ne pas appartenir à une espèce de particularisme qui pouvait les retrancher de l'universel. Un universel qui était vécu toujours comme évidemment singulier plutôt que pluriel. Mais ma génération a échappé à ça. J'ai fait, c'est ce que je raconte, j'ai été internationaliste, je le suis toujours, parce que moi je pense que je suis toujours de gauche, c'est les autres qui ne le sont plus du tout. Alors, J'ai été, oui, dans la solidarité avec Solidarność à un moment donné. Je suis allée au Nicaragua, j'ai milité pour les Kanaks, pour l'Afrique du Sud. J'ai été mais avec la Marche des Beurs et j'en suis toujours très fière. est-ce que tu peux dire euh, comment tout a basculé? C'est une expression que tu utilises, tout a basculé. Tu as Au basculé, début oui. du livre. Cette manif, je me souviens très bien, 7 octobre 2000, où on crie mort aux Juifs dans la rue, en français cette fois-ci, pas seulement en arabe, et sans réaction. Sans réaction, et là je comprends. Il y a une espèce de déferlement médiatique Tu extrêmement peux rappeler ce violent. qu'était cette manifestation? C'était une manif de soutien aux Palestiniens au moment de la deuxième intifada. Et là, on voit bien que ça y est, les islamistes sont là, ont pris le pouvoir en tout cas sur ces franges-là. Bon, après, il y a Durban, dont je parle aussi, qui est ce grand forum contre le racisme qui est totalement noyauté par les islamistes. C'est à ce moment-là que je rencontre d'ailleurs
des gens qui me racontent ce qui s'est passé là-bas, les Israéliens qui ont été poursuivis, les ONG, hein, c'était des gauchistes, hein, poursuivis donc jusque dans leur chambre d'hôtel, les tracts à l'effigie d'Hitler. Bon, voilà, ça c'est d'Urban, c'est le 9 septembre 2001, si j'ai bonne mémoire. Le 10 septembre, le commandant Massoud est assassiné, et le 11 septembre 2001, on sait ce qui s'est passé à New York. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre, alors même qu'on pensait que voilà, qu'on arrivait enfin à un avenir démocratique pour tout le monde avec la chute du mur de Berlin, etc. Bon. Mais le tournant pour toi, c'est que face à ces événements-là, tes camarades, les camarades, comme on dit... envisagent clairement une alliance avec les islamistes, voilà, oui, il théorique. que Oui, mais j'en parle, c'est bien sûr. ce que je voulais te faire évoquer d'ailleurs. Oui, oui. Voilà, il me semble que c'est ça le... Tu parles quand même longuement de personnages importants qui ont été des juifs algériens anticolonialistes qui se sont engagés aux côtés du FLN et qui te racontent comment ce pays qui n'est pas, après l'indépendance, aux mains des islamistes, est néanmoins déjà imprégné d'une vision étriquée de l'identité algérienne qui est, d'ailleurs c'est dans la Constitution, la nouvelle Constitution après l'indépendance, pays islamique. Oui, absolument. Donc, le code, je l'ai appris très très tard. J'ai appris très tard que le code de la nationalité en Algérie adopté en 63 donc, fait une référence claire et nette à l'islam. Il faut avoir 3 grands-parents musulmans, je crois, pour être algérien, ce qui fait que ceux qui se sont battus pour l'indépendance doivent demander une dérogation s'ils ne sont pas musulmans. Oui, ça fait partie non seulement... Si je l'ai appris si tard alors que je ne connais pas trop mal l'Algérie, ça prouve qu'il y a eu des non-dits, bien sûr, qui font écho avec ce qui se passe aujourd'hui. C'est pour ça que j'en ai fait aussi un chapitre de Abraham Serfati et Claude-Joseph Sixou, qui sont des personnalités très touchantes. Moi, je n'ai pas soutenu, j'avais pas l'âge, et heureusement, je n'ai pas soutenu le génocide des Khmers rouges. Je n'ai pas fermé les yeux devant les procès de Moscou, parce qu'on était d'un courant quand même critique, trotskiste, etc. Moi, les causes dans lesquelles je me suis engagée, elles étaient beaucoup plus belles que ça. Je veux dire, les Kanaks, c'est des gens qui étaient... C'était des causes nobles. On n'était pas l'antiracisme de la marche des beurs, y compris la révolution sandiniste, en tout cas dans ces premières années. Le mouvement anti-apartheid, Nelson Mandela. On avait l'impression d'en avoir fini quand même avec cette pensée stalinienne. Stalinienne, nationaliste, violente. On avait l'impression d'être quand même dans quelque chose d'infiniment plus beau, plus démocratique. Ça fait plus retour de bâton, ça fait plus retour ce qui s'est passé. Je donne un exemple, par exemple. Bon, les mômes qui pensent que Charlie Hebdo, bah voilà, ils ont insulté le prophète, c'est pas bien d'insulter la religion, etc. Bon, même les mômes pensent ça. C'est terrible. Je veux dire, voilà, il y a une espèce d'ignorance, une espèce de chose. Mais ce sont des générations qui ne savent pas qui était Charlie Hebdo, qui n'ont pas connu Wolinski, Cabu, etc. Alors que quand Badiou a une pleine page dans Le Monde pour dire la même chose, ça c'est plus grave. C'est plus grave parce qu'il y a une autorité, il y a une légitimité, qu'elle soit donc universitaire ou médiatique, n'est-ce pas, pour dire exactement ce qu'on peut dire dans n'importe quelle classe où on va pas respecter la minute de silence, par exemple. Donc ces chahuteurs-là, oui, je pense qu'à un moment donné, il va falloir les dénoncer. Les chahuteurs, oui. Les vieux chahuteurs. Oui. Mais alors, tu dis, dans un chapitre, tu dis que effectivement, il y a les « Je ne suis pas Charlie » qui s'abritent derrière, soi-disant, les offenses faites aux prophètes de la religion des pauvres et des opprimés. Donc, je suis pas... Mais tu dis, qu'est-ce qu'ils disent ils ne peuvent pas dire « Je ne suis pas l'hypercachère ». Ah oui, ça non, mais ça fait partie des grands non-dits, oui. Oui, ça. Et puis quand c'est dit plus clairement, hein, comme par les indigènes de la République, hein, qui fustigent le philosémitisme d'État,
qui font une manif donc soutenue finalement par les grands médias de gauche, hein, de Libé au Monde, en passant par l'ineffable Mediapart d'Edoui Plenel. C'est une manifestation qui a été soutenue. C'est-à-dire que bon, quand Nadine Morano dit n'importe quoi, dit des choses racistes sur la race blanche, il y a une levée de bouclier nécessaire et légitime à mon avis. Une levée de bouclier même... allons, soyons honnêtes, même à droite, il y a eu des... Elle a été sanctionnée par Sarkozy. Elle a été sanctionnée malgré tout. Bon. Mais quand ce même discours, en miroir, mais c'est le même discours, celui des indigènes de la République, est tenu, alors tout à coup, bon, il devient... Oui, ils disent que la race est une construction sociale. Voilà, donc ça c'est très grave, parce qu'en fait, ils sont très peu. Ils ont fait leur manif, ils étaient 3000 pèlerins, où ils ont fustigé donc Charlie Hebdo, Caroline Fourest. Bon. Mais ils ont une représentation médiatique, universitaire surtout, complètement disproportionnée. C'est bien ça le problème. Mais alors, eux, ce n'étaient pas tes amis avant. Mais eux, ils viennent de nulle part, ils sortent de nulle part, hein, comme Tariq Ramadan qui est arrivé en 2000. J'en reviens au titre de ton livre, puisque tu donnes pas mal d'exemples personnel de gens dont tu as été très proche ou que tu as croisé en pensant que vous seriez naturellement proches et qui finalement s'avèrent au moins des adversaires, sinon des ennemis. Donc la question, que sont nos amis devenus? C'est le titre que tu choisis, il me paraît excellent d'ailleurs. J'ai mis des chansons partout parce que, bon, comme je chante de temps en temps, j'ai mis des chansons partout. Oui. Donc voilà, il fallait bien mettre un peu de Rutebeuf. Oui, mais que sont mes amis devenus? Encore une fois, ça n'est pas que négatif. C'est une interpellation. Il y a ceux qui sont oui, comme mon amie chilienne, là, qui me demande jusqu'où je suis juive. Et je lui réponds, bah, jusqu'au bout. Je ne savais pas que ça se découpait en morceaux. Et je constate un peu mélancolique que moi, j'ai toujours aimé les gens comme ils étaient. Je n'avais pas envie de retrancher quoi que ce soit en eux. Est-ce que ça veut dire que quand tu es jeune militante à la fac, tu te rapproches de l'extrême gauche, tu étais moins juive? Ou est-ce que ça veut dire qu'à l'époque, on ne posait pas la question est-ce que tu es juive ou pas? Qu'est-ce qui a changé? Alors, toi, là, il faudrait que je m'allonge. Est-ce que j'étais... Non, j'ai toujours été juive. J'avais Pierre Goldman comme livre de chevet. J'étais tout à fait consciente de ce qui s'était passé pendant la guerre. Et les premiers témoignages sur la Shoah étaient là. Non, c'était pas du tout un non-dit. Alors, c'est pas toi qui as changé? C'est pas maintenant, puisque je le suis un petit peu plus, oui, sûrement, bien sûr, obligatoirement. Est-ce que j'ai plus d'amis juifs aujourd'hui qu'avant? Oui, aussi. Bien sûr. Mais donc, ce n'est pas toi qui as changé, c'est nos amis. Que sont-ils devenus? Ils sont devenus... Enfin, je ne vais pas te faire dire, parce que je ne vais pas dire à ta place ce que je lis dans ton livre. Non, parce qu'il y en a qui tiennent. Il y en a qui oui, tiennent. Bien sûr. Je tiens quand même à le dire. Mon amie Michaela, qui a son fils... qui est un soralien, voilà, c'est... Elle, son fils est soralien, oui. Mais elle est très claire, et elle, c'est quelqu'un de très bien. Mon amie Salima, qui est tellement triste de ce qui se passe, parce que tous les gens qui sont autour d'eux, tous ceux qui les ont soutenus pour les grandes luttes qu'on a menées, hein, contre le Code de la nationalité à un moment donné, pour l'égalité des droits, pour le droit de vote des immigrés, ou que sais-je, enfin... Tous ces gens-là se sont avérés tout à coup contaminés peu ou prou, hein, que ce soit les grandes associations. Donc c'est ça que sont nos amis devenus. Mais bien sûr. Alors comment tu l'expliques ça? Cette contamination, comment est-elle possible chez des gens qui en principe partagent des prémices communs contre le racisme, pour les droits, pour... C'est pas nouveau dans l'histoire. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Voilà, c'est la fameuse tentation obscurantiste. Je crois que c'est pas nouveau. Il y a une fascination pour la violence, pour... ça peut être l'ouvriérisme, le tiers-mondisme. Là, c'est... Oui, il y a quelque chose d'assez excitant peut-être dans l'islamisme, cette espèce de... Je sais pas, c'est des fantasmes de petits blancs et de bourgeois que je connais pas. Pas seulement parce que tu dis... Mais j'imagine de quoi ça retourne, oui, je crois. Tu dis, je te cite, qu'Israël est sans doute perçu comme un sexe féminin
une provocation pour la virilité islamique. Moi, ça me va très bien, parce que sinon, on ne comprend pas grand-chose. Si non, mais il faut citer la chanson de Ferré, parce que c'est quand même plus poétique. Là, tu fais des raccourcis. Ouais, tu ne feras jamais Non, citer je dis que mon Léo ami Ferré. regarde la carte d'Israël et il se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette... C'est vrai, c'est un pays plus petit que la Bretagne, qui, tout critiquable qu'il soit, ne peut pas décemment être l'axe du mal dans le monde, ou sinon on est déjà dans un autre registre. Et elle dit, c'est un tout petit pays, mais qui est fiché dans le Moyen-Orient comme une cicatrice, comme une balafre. Et là, elle pense à cette blessure de Léo Ferré. Et je dis donc, peut-être un sexe féminin. Bon, voilà, ça me fait audacieux, hein, mais voilà. Et ça me paraît loin d'être absurde, puisqu'on sait très bien qu'il y a un problème de ce côté-là. Les événements de Cologne nous l'ont rappelé. Non, non, mais alors, Israël, est-ce que le juif est féminin? Je crois que oui. Le juif serait sans doute quelqu'un de féminin par nature. Enfin, en tout cas, ça a longtemps été perçu comme ça. Et donc, pour ça, j'ai trouvé ça intéressant que tu évoques cette idée. Parce qu'il y a deux choses quand même. Il y a deux choses. Qu'on voudrait coudre au milieu du plaisir. C'est quand même bien d'avoir une invitée qui écrit un livre, qui est militante et qui chante. Oui, oui. Et qui n'est pas si triste que ça, quand même. T'as remarqué? Pourquoi? Non, non, parce qu'il y a plein de gens qui me disent « Oh, il est triste, ton livre. » Le livre est... Enfin, moi, je ne le vis pas du tout comme déprimant et décourageant, sauf pour le contexte général qui est évoqué, qui est une période très, très, très encourageante, du moins depuis que ce nouvel antisémitisme est apparu. Ce qui est quand même, il me semble, l'idée centrale de ton livre, et c'est pour ça quand même le titre, il dit ça aussi, c'est la stupéfaction et la déception terrifiante devant l'aplatissement d'une partie de la gauche radicale qui est ta famille d'origine, devant l'islamisme, mais aussi l'islamisme, et aussi semble leur total aveuglement à l'égard de l'antisémitisme. Ah oui. Mais c'est quand même ça, il me semble, qui est le cœur, c'est le noyau du livre. C'est ça la grande rupture et la grande douleur. Tu dis à un moment, je n'ose imaginer le sort de Dreyfus aujourd'hui. Ah oui, c'est clair. Oui, c'est clair, ouais, c'est pas rigolo. C'est pas rigolo quand même. Non, c'est pas rigolo. Non, bien sûr. Non, je dis qu'il y avait eu une pensée du non-lieu à travers Badiou, à travers ce que je raconte sur Ben Saïd, etc. Alors Daniel Ben Saïd, qui passait pour le théoricien, le philosophe de la LCR, qui passait pour juif. Non, il y a eu une pensée du dépit, c'est-à-dire que la révolution souhaitée n'a pas eu lieu. Les révolutions, pas plus les révolutions politiques comme on les appelait dans les pays de l'Est, que la grande révolution socialiste dans les démocraties occidentales, n'ont pas eu lieu. Et je crois que ça a nourri une espèce de pensée du dépit. Et donc tout ce qui se piquait de renverser l'ancien monde avec violence, etc., avait quelques vertus. Et à un moment donné, je pense qu'ils se sont dit, bon, cette haine arabo-islamiste, etc., on va la récupérer, on va en faire... Ça aussi, c'est pas nouveau dans l'histoire, hein, quand on y pense. Bon, et on va le transformer en un bon mouvement socialiste, et c'est l'inverse qui s'est passé, évidemment. Oui, je te rappelle, tu dois le savoir, mais il faut rappeler que la fameuse phrase qu'aurait dite August Bebel, un des grands chefs de la social-démocratie allemande, le socialisme, l'antisémitisme, c'est le socialisme des imbéciles, il faut se souvenir de la suite. Oui. On croit que c'est une dénonciation ferme de l'antisémitisme, mais pas du tout. Non. L'idée, c'est que c'est un premier pas vers... C'est une dénonciation de la bêtise, donc c'est moins grave. Ce qu'il y a après, mais c'est un premier pas vers l'anticapitalisme. Oui. C'est quand même ça le fond de la pensée qu'avait rappelé Finkielkraut dans l'avenir d'une négation. Quand je dis que Daniel Ben Saïd, à un moment donné, on est quand même en 2006, oui, 2006, je crois, il écrit ça, quand il reprend cette phrase en disant donc l'anti-impérialisme pourrait devenir, l'antisionisme ou l'antisémitisme pourrait devenir l'anti-impérialisme des imbéciles, là, les bras nous en tombent parce que depuis August Bebel, il y a eu Auschwitz. Exact. Voilà, alors c'est ça, il me semble, c'est ce que j'allais conclure ma dernière question là-dessus. Là où
tout est 1000 fois plus gravissime, c'est qu'entre-temps, il y a eu l'extermination Oui. des Juifs d'Europe, la Shoah. Oui. Donc, c'est pour Et ça que ça fait partie du non-dit, bien sûr. d'où, je veux dire, autant cette bêtise, l'aveuglement qui ont frappé les marxistes révolutionnaires, comme on disait, ou les marxistes, depuis l'avènement du marxisme, leur aveuglement, leur bêtise, ce qu'écrit Marx sur les Juifs est épouvantable. Et c'est pour ça que c'est incroyable, encore une fois, que la Ligue et Ben Saïd aient osé rééditer ce texte qui était nullement introuvable, qui s'appelait La question juive, donc de Marx. Avoir osé rééditer ça, c'est impardonnable. Et c'est effectivement un mois après l'assassinat d'Ilan Halimi. Oui. Je vais être méchante, mais je pense que c'est la question juive qui les préoccupe et qui les obsède, beaucoup plus que le monde arabe, dont, à mon avis, n'ont pas la moindre idée, qu'ils ne connaissent pas. Voilà, c'est encore des gens qui n'arrivent pas à voir. Je crois vraiment qu'il y a cette espèce de condescendance coloniale qui perdure dans ce discours victimaire vis-à-vis d'eux, dans les confusions, les fameux amalgames qu'ils dénoncent, mais c'est eux qui le font, évidemment. Oui, je crois qu'ils ne savent pas du tout ce que c'est que les autres. Et du coup, le grand autre, ça reste le juif qui est insupportable, quoi. C'est dans un mélange de fascination. Enfin bon, ce serait trop long, une espèce de... Oui, de fascination, c'est-à-dire... on est à la fois attiré et puis répugné. Et là, je crois qu'à un moment donné, quand on peut enfin s'affranchir d'une dette, parce que je crois qu'après Auschwitz, il y a eu cette espèce de dette, quand on peut enfin s'en affranchir, notamment avec la politique insupportable, à mon avis, du gouvernement israélien, par exemple, là, je crois qu'il y a vraiment un lâcher. S'affranchir d'une dette, non pas en la remboursant, non, mais en la faisant payer. Oui, exactement, c'est le billard à trois bandes. Donc si Israël se comporte comme les nazis avec les Palestiniens, bon, voilà. Et la dette coloniale et celle de la Shoah sont remboursées dans le même temps. Ah non, mais ça, c'est dans une pensée qui est, à mon avis, profondément tordue. J'ai bien compris. Profondément tordue, oui. Mais je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Bon, alors, que sont mes amis devenus? Il y a un ami hier qui m'a téléphoné, ça m'a fait vraiment super plaisir. Vraiment un ami petit libertaire avec des bacchantes, enfin bon, bref, qui était le maître d'école de mon fils. Et qui m'a dit, à la suite de ton livre, je me suis dit, mais qu'on était tous repartis en errance. Les Juifs? Non, 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 non. Et à la fin, il me dit, oh, quand j'ai lu ton livre, j'ai même eu envie d'être juif, ça m'a fait rire. Mais cette idée d'être reparti en errance pour toute une série de gens qui ont cru en la fraternité, qui espèrent toujours en quelque chose de mieux, que ce soit socialement, économiquement, politiquement, poétiquement. Oui, il y a une certaine tristesse. Oui, mais parce que je pense que quand je dis que je suis toujours de gauche et qu'ils ne le sont plus, c'est que... je ne sais pas ce que ça veut dire, peut-être être de gauche, c'est un concept un peu... Mais j'abandonne pas voilà, cette envie, ce goût de la fraternité. D'accord. Donc, on continue sur l'espérance. Oui, chanter une petite berceuse yiddish. Bon, d'accord, ça ira. Schlaf, mein Kind, mein Trest, mein Schäler, schlaf, Jésus, l'Eliou. Ah, c'est bien ça. Schlaf, mein Kind, mein Kaddish, Einer, schlaf, Jésus. Tu connais ça, toi? Bei dein Wegel sitzt dein Mama, singt ein Lied und weint. C'est bien, hein?